Je vais appeler Anne Alombert, que Roger Chartier a déjà citée. Anne Alombert est maîtresse de conférences en philosophie contemporaine à l'Université Paris 8. Ses recherches portent notamment sur la question de la technique en philosophie et sur les enjeux culturels et politiques des technologies numériques et de l'IA. Elle est autrice de plusieurs ouvrages, dont, alors j'aime beaucoup ce titre, de la bêtise artificielle, paru en septembre 2025 aux éditions Alia. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Je commence cette communication par remercier évidemment Anne Cheng et Alain Suppiot de leur invitation. Je suis à la fois très honorée et très impressionnée d'avoir la parole ici aujourd'hui. Donc j'ai intitulé ma communication « De l'écriture alphabétique à l'écriture numérique, origines et avenir de la démocratie ». Et donc je vais commencer par une introduction dans laquelle je vais revenir brièvement sur les enjeux épistémiques et politiques de la technique de l'écriture alphabétique. Et puis, sur la base de ces réflexions, je poursuivrai ensuite en proposant un certain nombre de remarques et d'analyses concernant, cette fois, les enjeux épistémiques et politiques des technologies numériques et algorithmiques contemporaines. Voilà. Alors, d'un certain point de vue, la question des rapports entre évolution des systèmes technologiques et transformation des régimes politiques peut être considérée comme la question qui ouvre l'histoire de la philosophie. Platon, qu'on a pour habitude de considérer comme l'un des premiers philosophes, écrit en effet dans le contexte d'une révolution technologique majeure, celle de l'écriture alphabétique, qui est alors en pleine diffusion dans la société grecque. La technique de l'écriture n'est pas seulement le contexte, le milieu ou le moyen de la pratique philosophique platonicienne. Elle constitue également l'objet des réflexions de Platon, notamment dans un dialogue intitulé Le Phèdre, aujourd'hui bien connu et que je n'évoquerai donc que très brièvement. Dans ce dialogue, Platon décrit la technique de l'écriture comme un pharmakon, concept grec intrinsèquement ambivalent, qui signifie à la fois le remède et le poison. La technique de l'écriture constitue un remède, tout d'abord, pour la mémoire et pour le savoir, car elle permet de conserver des quantités de connaissances supérieures aux mémoires vivantes et de les transmettre de génération en génération. Mais une fois leur savoir extériorisé dans des supports matériels, les individus risquent de cesser de pratiquer leur mémoire, de se contenter de répéter des textes écrits sans comprendre leur signification. Ils deviendront ainsi, selon Platon, des semblants d'hommes instruits, capables de réciter des connaissances, mais non de les interpréter et de les renouveler. La technique de l'écriture pourrait donc conduire à une perte de mémoire et à une stérilisation des savoirs. D'où la notion de pharmakon, qui sera reprise au XXe siècle par Bernard Stiegler, qui exprime cette double dimension, à la fois curative et toxique. Mais la question du pharmakon est aussi et d'abord une question politique. Comme le rappelle Bernard Stiegler dans La technique et le temps, les réflexions de Platon s'inscrivent dans un contexte politique où le philosophe accuse le sophiste d'instrumentaliser le logos comme rhétorique et logographie, moyen de pouvoir et non-lieu du savoir. L'extériorisation des savoirs sous forme de textes sur des supports inertes permet en effet aux sophistes de les apprendre par cœur et de les réciter de manière très persuasive grâce à leur technique rhétorique devant un public prêt à payer pour les écouter. Comme l'explique Platon dans plusieurs autres dialogues, les sophistes s'approprient ainsi des savoirs qui n'ont pas eux-mêmes produits et auxquels ils n'accordent aucun crédit. Selon Heidegger, la principale caractéristique du sophiste est l'indifférence à l'affaire en question. Le sophiste peut défendre une thèse comme la thèse contraire. Son but n'est pas de chercher la vérité, mais de manipuler les citoyens en leur donnant une apparence d'intelligence afin de leur vendre des connaissances toutes faites qu'ils pourront eux aussi se contenter de répéter. Le sophiste, pour Platon, n'est donc pas un savant ni un sachant. Il est avant tout un marchand. L'art du sophiste n'est autre que l'art de gagner de l'argent. En dépit de cette marchandisation des savoirs et de leur instrumentalisation à des fins de pouvoir, Platon n'est pas pour autant unilatéralement opposé à la technique de l'écriture. Non seulement il la pratique pour restituer les dialogues socratiques, mais il fonde également l'Académie, dans laquelle l'écriture est au service des mathématiques et de la philosophie. Il semble que pour Platon, la meilleure façon de lutter contre l'appropriation de l'écriture par les sophistes soit moins de rejeter la technique que de la pratiquer et de la mettre au service des savoirs et de la société.
Des citoyens sachant écrire, lire et argumenter seront moins fascinés par les discours rhétoriques des sophistes et moins vulnérables aussi face à leur pouvoir symbolique. En effet, comme l'a montré l'anthropologue Jack Goody, la technique de l'écriture constitue également une technologie intellectuelle qui permet l'émergence de nouvelles capacités mentales et de nouvelles manières de penser. De plus, la technique de l'écriture alphabétique a aussi joué un rôle important dans la vie démocratique de la société grecque. Outre que les pratiques d'écriture et de lecture étaient au cœur de la paideia, l'éducation des citoyens, l'écriture alphabétique a aussi permis la publication des lois dans l'espace public de l'agora, donc leur mise en commun et leur critique par les citoyens. Mise sous le regard de tous par le fait même de sa rédaction, la formule écrite sort du domaine privé pour se situer sur un autre plan. Elle devient bien commun, chose publique, elle participe en quelque façon du politique, rappelle Jean-Pierre Vernant. Écrire les lois, c'est les placer sous le regard de tous et de ce fait, retirer à quelques-uns le privilège de détenir la norme. Il n'y a plus de basileus pour dire le droit, car il suffit de le lire. Alors que l'écriture syllabique était réservée à une caste de scribes au service du roi ou du seigneur de l'époque mycénienne, dans la cité athénienne, l'écriture phonétique devient accessible aux citoyens, eux-mêmes égaux devant les lois, à la fois publiques, lisibles et critiquables. La libre discussion, le débat contradictoire, l'affrontement des arguments contraires deviennent la règle du jeu politique, soutient Vernant. Ainsi se manifeste la dimension pharmacologique de l'écriture alphabétique qui ouvre le risque de l'appropriation marchande des savoirs, de leur répétition stérile et de la manipulation des esprits, mais qui peut également servir la production de nouvelles pratiques intellectuelles, culturelles et démocratiques. Pour autant, le déploiement de la puissance curative de l'écriture alphabétique ne s'est pas fait de manière spontanée ou automatique. C'est uniquement parce qu'elle a été adoptée à travers des institutions comme l'académie, la paideia, le lycée ou la cité que le potentiel bénéfique de l'écriture alphabétique a pu se déployer. Si l'informatique constitue une mutation épistémique d'une ampleur comparable à celle de l'écriture alphabétique, comme l'affirmaient Simon Nora et Alain Minck en 1978 dans leur rapport sur l'informatisation de la société, alors sans doute devrions-nous aujourd'hui nous interroger sur la situation contemporaine de nos sociétés, confrontées depuis les années 1980 au développement fulgurant et planétaire du système d'écriture numérique et des technologies algorithmiques, et désormais exposées à la diffusion rapide et massive des nouvelles machines d'écriture automatique que constituent les dites intelligences artificielles génératives. Dans une telle situation, il peut paraître pertinent de réactiver les réflexions pharmacologiques précédemment mentionnées pour tenter de comprendre les enjeux politiques de la révolution technologique et industrielle contemporaine. Celle-ci se concrétise de manière évidemment bien plus rapide et massive que celle de l'écriture alphabétique, avec des enjeux industriels, économiques et écologiques qui rendent toute comparaison rigoureuse impossible. Mais si les rythmes et les échelles de diffusion des technologies numériques sont sans commune mesure avec ceux de l'écriture alphabétique, et si les risques soulevés aujourd'hui sont d'une ampleur et d'une urgence inédites, la perspective pharmacologique nous invite néanmoins à comprendre le moment dans lequel nous nous trouvons comme un moment critique de disruption technologique qui requiert un processus d'adoption sociale et politique. Et c'est ce double processus de disruption et d'adoption que je souhaiterais essayer d'analyser à présent à travers une double perspective, celle d'une pharmacologie critique tout d'abord, qui vise à analyser la manière dont le développement actuel des industries numériques menace les savoirs collectifs et les pratiques démocratiques, et celle d'une pharmacologie clinique ensuite, qui propose des pistes à la fois politiques, juridiques et technologiques pour faire face à ces tendances toxiques. Je commence donc par la première partie. Un an après la publication du rapport sur l'informatisation de la société, Jean-François Lyotard publie un rapport sur les savoirs dans les sociétés industrielles les plus développées, plus connu sous le nom de la condition postmoderne. Dans ce texte, Lyotard soulève à l'égard des nouvelles technologies informatiques et numériques des questions relativement proches de celles soulevées par Platon à l'égard de l'écriture alphabétique. Il soutient alors que la multiplication des machines informationnelles affecte et affectera la circulation des connaissances au point de transformer la nature du savoir lui-même. Le savoir ne peut passer dans les nouveaux canaux et être opérationnel, soutient Lyotard, que si la connaissance peut être traduite en quantité d'informations. Or, ce qui distingue le savoir de l'information, c'est que le premier est incarné et pratiqué par des vivants, alors que la seconde est extériorisée dans des supports machiniques. On peut dès lors, écrit Lyotard, s'attendre à une forte mise en extériorité du savoir par rapport au sachant. Une fois transformé en ressources informationnelles et extériorisé dans des machines de traitement automatique de données, non seulement le savoir ne sera plus individué et transformé par les sachants,
mais il tendra aussi à devenir ce que Lyotard appelle une marchandise informationnelle. Je le cite, « Le rapport des fournisseurs et des usagers de la connaissance à celle-ci tend et tendra à revêtir la forme que les producteurs et les consommateurs de marchandises ont avec ces dernières. Le savoir est et sera produit pour être vendu, il est et sera consommé pour être valorisé dans une nouvelle production. Dans les deux cas, pour être échangé. Il cesse d'être à lui-même sa propre fin, mais il devient un enjeu fondamental dans les stratégies industrielles et commerciales. » 10 ans après Lyotard, dans son post-scriptum sur les sociétés de contrôle, Gilles Deleuze s'interroge sur les nouveaux pouvoirs à l'œuvre dans les sociétés informatisées, qui assistent selon lui à l'installation progressive et dispersée d'un nouveau régime de domination. Les sociétés de contrôle opèrent par machines informatiques à travers le traitement des données et la modulation des comportements, le marketing devenant ainsi l'instrument du contrôle social, bien plus difficile à identifier et donc à combattre que le pouvoir disciplinaire des institutions. Dans leur article de 2014 sur la gouvernementalité algorithmique, les chercheurs Antoinette Rouvois et Thomas Berns prolongent ces intuitions deleuziennes en décrivant le nouveau pouvoir statistique qui s'exerce à travers les prédictions algorithmiques, en court-circuitant les temps de réflexion et de décision. Contrairement à la normativité juridique qui suppose la publication d'une loi à laquelle des sujets sont sommés d'obéir, mais qu'ils peuvent aussi critiquer, discuter et contester, dans le cas de la normativité statistique, le pouvoir s'exerce par régulation anticipative et non par réglementation effective. Il ne s'agit plus d'obéir à des lois compréhensibles et critiquables, mais de se conformer en temps réel aux injonctions des algorithmes qui anticipent les demandes avant même qu'elles n'aient pu être formulées, incitant les individus à consommer des informations ou des produits en sollicitant leurs réflexes infraconscients. Pour Bernard Stiegler, qui reprend ses réflexions en 2015 dans La société automatique, il s'agit ainsi de canaliser, de contrôler et d'exploiter ces dangereux automatismes que sont les pulsions en les prenant de vitesse. Ce ne sont plus seulement les souvenirs ou les rétentions qui sont extériorisés dans des supports écrits, mais les désirs ou les protensions qui sont court-circuités par les dispositifs algorithmiques qui agissent au sein même de l'organe cérébral en activant le circuit de la récompense et en stimulant la sécrétion de dopamine à travers toutes sortes de fonctionnalités et de design appropriés conçus pour orienter les conduites et les pensées. Selon Stiegler, ce neuropouvoir au service de l'économie de l'attention et des modèles d'affaires publicitaires des géants du numérique conduit à une automatisation des existences et à la formation de nouvelles foules mimétiques. Pour Stiegler, comme pour de nombreux autres auteurs, les réseaux sociaux commerciaux ne constituent donc pas des lieux de délibération et de débat collectif, mais soutiennent plutôt des dynamiques concurrentielles, mettant les individus en compétition et alimentant leur frustration. Outre que les contenus polarisants ou toxiques sont automatiquement amplifiés pour maximiser l'engagement réactif des usagers, comme l'expliquent Henri Verdier et Jean-Louis Missika dans leur livre sur le business de la haine, ou comme le documentent par ailleurs plusieurs rapports du Center for Countering Digital Hate, le fonctionnement même de ces plateformes n'a rien de démocratique, et ce, en dépit de leur apparence d'horizontalité ou de leur prétention à la liberté d'expression. S'il semble en effet au premier abord que chacun puisse publier les contenus qu'il souhaite sur le réseau et jouisse ainsi d'une pleine liberté, non seulement ces modalités d'expression sont par avance formatées par les fonctionnalités, mais surtout, cette apparente liberté de publication se paie au prix d'un contrôle hégémonique dans la recommandation. Si tout un chacun peut publier, ce sont les algorithmes de recommandation qui sélectionnent parmi les contenus ceux qui seront viralement amplifiés et ceux qui demeureront à jamais invisibilisés. Or, de tels algorithmes de recommandation ne sont ni transparents ni accessibles aux usagers. Ils appartiennent aux propriétaires des plateformes qui les configurent selon leurs intérêts. Si la démocratie grecque se fondait sur la visibilité et la publicité des lois et sur l'isonomie des citoyens, les algocraties contemporaines procèdent à l'inverse d'une invisibilisation et d'une privatisation des algorithmes de recommandation fondés sur l'hégémonie de quelques entreprises quasi monopolistiques. Les citoyens se voient ainsi dépossédés de tout pouvoir sur leurs flux informationnels ou sur leurs environnements symboliques quotidiens. Dans les termes de Stiegler, une telle situation peut être décrite comme une situation de misère symbolique, au sens où ceux qui reçoivent les contenus informationnels ou symboliques sont dépossédés des moyens de les produire, de les choisir ou de les sélectionner, et se trouvent alors dans une position de consommateurs passifs, soumis aux agendas commerciaux et politiques des géants du numérique. À bien des égards, les récents systèmes d'IA générative accentuent encore cette situation de misère symbolique. Bien qu'ils se présentent souvent comme des outils permettant d'augmenter ou de soutenir les capacités rédactionnelles ou expressives, ou bien encore de démocratiser la créativité, ces systèmes ne sont pas neutres. Leurs résultats dépendent des données sur lesquelles ils sont entraînés, des algorithmes mobilisés et des choix effectués lors de la phase d'ajustement ou de fine-tuning. Toutes ces opérations invisibles
conditionnent le fonctionnement des machines qui affectent ensuite en profondeur les cerveaux, les esprits et les cultures des usagers. Outre que leurs usages impliquent la démobilisation de certaines zones cérébrales et la délégation de certaines fonctions mentales, poursuivant ainsi le processus d'extériorisation des rétentions et des protensions par l'extériorisation des capacités de compréhension et de volition, comme le suggèrent plusieurs études publiées récemment, les grands modèles de langage exercent aussi une influence sur les manières d'écrire et de parler, donc sur les manières de penser. En effet, comme le suggère l'hypothèse des linguistes et anthropologues Sapir et Worth, nos catégories de langue conditionnent nos manières de voir et de penser le monde. S'il est peu probable que les nombreux mots dont disposent les Esquimaux pour désigner les différents états de la neige se retrouvent un jour dans les jeux de données sur lesquels les grands modèles de langage sont entraînés, car ceux-ci sont majoritairement entraînés sur des données anglo-saxonnes, il est fort probable, en revanche, que les idéologies des concepteurs de ces dispositifs se retrouvent implémentées dans les machines algorithmiques. Par exemple, si vous posez une question à ChatGPT ou à Grok, vous obtiendrez une réponse plus ou moins politiquement correcte ou plus ou moins provocatrice. De même, si vous interrogez ChatGPT, qui est donc un modèle américain, ou DeepSeek, qui est un modèle chinois, sur des sujets de géopolitique, les réponses ne seront certainement pas identiques. Par ailleurs, on sait à quel point l'idéologie néo-réactionnaire des Lumières sombres est répandue désormais parmi les entrepreneurs de la Silicon Valley. Il ne serait donc pas étonnant qu'une telle idéologie s'insinue peu à peu dans les langages algorithmiques devenus nos langues quotidiennes. Comme le soulignait Victor Klemperer, l'idéologie trouve, avec la langue, son moyen de propagande le plus puissant, le plus public et le plus secret. D'autant que ces automates computationnels génératifs ne produisent pas que des textes, mais aussi des images qui affectent en retour nos capacités imaginatives. Comme l'ont montré les chercheurs Gwenola Wagon et Pierre Casnoguès dans leurs expérimentations artistiques, les générateurs automatiques ont tendance à produire des couchers de soleil kitsch sur des îles tropicales, mais il est beaucoup plus difficile d'obtenir de représentations de la crise environnementale. Outre ces risques de psychopouvoir algorithmique, les systèmes d'IA génératifs permettent également, évidemment, la génération de fausses informations en quantité industrielle. Non seulement les grands modèles conversationnels sont vulnérables aux injections de propagande via des sites expressément conçus pour les piéger, mais il est désormais aussi très aisé de produire des contenus truqués, complètement indiscernables des contenus certifiés. Si les pratiques de désinformation ont toujours existé, et on l'a bien vu grâce à l'intervention de Roger Chartier à l'instant, cette combinaison entre facilité de production et vitesse de diffusion pourrait conduire à une défiance généralisée. Le risque ne serait donc pas seulement d'être trompé ou manipulé, mais de ne plus pouvoir croire dans les contenus que nous lisons, que nous voyons ou que nous entendons, alors que la confiance dans le milieu symbolique est au principe du lien social et de la vie mentale. L'impossibilité de croire pourrait ainsi conduire à une impossibilité plus fondamentale d'échanger et de penser. Comme l'écrivait Arendt, un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut plus se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Loin de conduire à de nouveaux régimes de pensée collective et à de nouvelles formes de démocratie participative, comme les inventions d'Internet et du Web l'avaient laissé espérer dans les années 1990, les technologies algorithmiques abandonnées aux logiques court-termistes du marché semblent aujourd'hui avoir conduit à la post-vérité et à la post-démocratie. Alors que fake news et deepfakes sont massivement amplifiés sur les réseaux numériques commerciaux, les régimes autoritaires, nationalistes, identitaires et antiprogressistes ne cessent de faire retour sur la scène politique, comme autant de symptômes d'une incapacité collective à faire époque dans le milieu numérique, alors que se poursuivent les guerres économiques, industrielles et militaires entre puissances géopolitiques. Si le droit a pour fonction d'humaniser les techniques, comme le soutient Alain Supiot, et si les systèmes sociaux et les institutions publiques ont pour fonction d'adopter les évolutions technologiques, comme le suggère Bernard Stiegler, alors comment engager l'humanisation ou l'adoption de nos milieux numériques? Comment limiter les effets toxiques des automates computationnels et de l'économie des données? Comment transformer les dispositifs algorithmiques en support d'intelligence collective et comment les mettre au service des sociétés? C'est à ces questions que je vais essayer de répondre brièvement en guise de conclusion et d'ouverture vers la discussion qui suivra. La première chose à mentionner tout d'abord, dans la lignée des réflexions du philosophe Gilbert Simondon, est sans doute la nécessité de développer une culture technique permettant aux futurs citoyens de comprendre leur milieu numérique quotidien. À la notion simondonienne de culture technique, je préfère néanmoins celle de culture techno-anthropologique ou technopolitique, qui ne se limite pas à la compréhension du fonctionnement des dispositifs,
mais qui interrogent également leurs enjeux psychiques, sociaux, sur le temps long, car un objet technique n'est rien, indépendamment de ses contextes d'usage et de diffusion. Mais tout aussi nécessaire soit-elle, la culture technique et l'éducation aux médias ne pourront pas suffire si le milieu numérique lui-même n'évolue pas, et en particulier si rien n'est fait pour limiter la toxicité des algorithmes de recommandation et des algorithmes de génération, tels qu'ils sont actuellement déployés, tout en développant les potentialités contributives et démocratiques de ces technologies. Du côté des algorithmes de recommandation, les règlements européens sur les services et marchés numériques, tout aussi insuffisants puissent-ils sembler à certains égards, fournissent une piste intéressante, notamment à travers l'article 25 du DSA, qui interdit les dark patterns, les fonctionnalités trompeuses et truquées visant à tromper ou manipuler les utilisateurs à leur insu. Ainsi, en 2025, sous l'impulsion d'une ONG, le tribunal d'Amsterdam a ordonné à Meta de proposer un fil d'actualité chronologique par défaut sur sa plateforme, plutôt qu'un fil organisé par l'algorithme de Meta, en s'appuyant sur plusieurs articles du DSA. On pourrait aller beaucoup plus loin pour éviter le psychopouvoir algocratique, en exigeant un droit au paramétrage pour les usagers, par exemple, qui pourraient ainsi choisir les critères selon lesquels les contenus leur sont recommandés, ou en exigeant un pluralisme algorithmique, sur le modèle du pluralisme médiatique qui est au fondement des démocraties. Une telle proposition, soutenue par le rapport des États généraux de l'information, tout comme par celui de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok, affirme la nécessité de pluraliser les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux. Plutôt que de se voir imposer de manière hégémonique et non consentie les algorithmes des géants du numérique, les usagers pourraient avoir le choix entre une diversité d'algorithmes de recommandation conçus par des entreprises, des institutions ou des associations différentes. Tel est déjà le cas sur Blue Sky, notamment grâce aux algorithmes proposés par l'association Tournesol, qui se fondent sur les choix réfléchis des individus et sur les recommandations collaboratives d'un groupe de pairs. Des algorithmes collaboratifs et qualitatifs pourraient être d'une très grande importance pour éviter non seulement la propagation des fausses informations, mais aussi des contenus qu'on décrit aujourd'hui comme de l'IA slop, donc de la bouillie IA, des contenus de très mauvaise qualité automatiquement générés. Du côté des intelligences artificielles génératives, là aussi, les règlements européens peuvent nous aider, puisque l'IA Act interdit, dans son article 5, les techniques délibérément manipulatrices ou trompeuses, ce qui pourrait nous inciter, par exemple, à désanthropomorphiser les chatbots en supprimant l'usage de la première personne du singulier. C'est d'ailleurs ce que nous avions proposé avec un collègue dans cette tribune et ce qu'a proposé également l'élue suisse Isabelle Chapuis. On pourrait aussi exiger que ces services donnent leurs sources par défaut pour inciter les usagers à aller vérifier les informations générées. Enfin, compte tenu des impacts environnementaux et psychosociaux des grands modèles de langage, il semble à la fois plus raisonnable et plus soutenable de concevoir et de développer des petits modèles plus spécialisés, entraînés sur des jeux de données contrôlés et susceptibles de fonctionner sur la base de serveurs locaux. Ce type de petit modèle ne pourrait bien sûr pas répondre à toutes nos questions, ni être utilisé massivement par des millions d'adolescents, mais il serait plutôt assigné à des tâches spécifiques et serait aussi beaucoup plus fiable et beaucoup plus frugaux. Enfin, plutôt que de miser sur des agents conversationnels personnalisés, simulant des comportements individuels et accentuant les dépendances émotionnelles, sans doute le moment est-il venu de soutenir le développement de technologies contributives et démocratiques qui permettent le partage des savoirs, la délibération collective et le débat public. Des plateformes comme Wikipédia et Polis constituent des exemples typiques de ces potentialités contributives du numérique. Et ce n'est sans doute pas un hasard si les termes grecs de paideia et de polis, qui désignent les institutions ayant permis d'adopter le milieu de l'écriture alphabétique, résonnent dans les noms de ces plateformes. L'encyclopédie collaborative Wikipédia permet de dépasser la situation de misère symbolique en donnant aux usagers la possibilité de participer à la construction collective des savoirs produits à travers des pratiques de contribution, de délibération et de certification qui permettent de conférer au contenu un certain crédit car ils ont été discutés et débattus et certifiés sur la base de règles transparentes et partagées. La plateforme Polis, quant à elle, permet à de nombreux citoyens de débattre sur des sujets politiques en formulant des propositions et en votant pour ces propositions. À partir de ces votes, les algorithmes génèrent une cartographie des différents groupes d'opinion et l'objectif est de faire émerger les propositions qui font l'objet d'un accord ou d'un rejet transversal à des groupes d'opinion antagonistes. Contrairement aux réseaux sociaux commerciaux qui favorisent la polarisation des opinions, le but est ici de faire en sorte que des groupes d'opinion divergentes qui ne débattent jamais s'efforcent de trouver des consensus pour avancer. Ces deux exemples témoignent de la dimension pharmacologique des technologies numériques dont la toxicité se voit ici renversée.
Loin du contrôle social et du pouvoir hégémonique, les algorithmes à l'œuvre dans les plateformes comme Wikipédia ou Police sont au service de l'intelligence collective et du débat public, renouant ainsi avec les intentions de la paideia et de la police grecque qui avaient permis d'adopter le milieu de l'écriture alphabétique. Je vous remercie de votre attention.